Plein de rêves en brousse. Avec toi on rêve d'un futur où l'amour et la paix perdurent. Gbagbo, sauve-nous nos cœurs en feu. Pour toi nous prions les bras. La Côte d'Ivoire t'appelle sans fin. Ramène la lumière au matin. Le passy se lève fier. Camarades membres pour un pays de la direction du parti, camarades militants et militantes, chers amis de la presse, je voudrais vous adresser mes salutations fraternelles et militantes à chacune et à chacun de vous et vous remercier de votre présence à cette tribune du PPACI consacrée à la présentation d'un des 7 piliers du pacte social, en l'occurrence le pilier femmes et familles, dont j'ai l'honneur de piloter. Je voudrais, avant tout propos, du haut de cette tribune, exprimer toute ma gratitude au président Laurent Gbagbo, notre référent politique, pour l'honneur qu'il m'a fait en me nommant ambassadrice du pilier femmes et familles du pacte social et lui assurer de ma disponibilité à animer ce pilier avec abnégation. Le pacte social, c'est la vision de notre référent politique, portée par le PPACI. C'est la vision d'une Côte d'Ivoire plus juste, plus solidaire, plus inclusive et plus prospère. Le pacte social n'est pas un programme électoral comme un autre. C'est une réponse à une réalité que nous vivons tous. La vie chère, le chômage des jeunes, l'exclusion sociale, les déguerpissements. Le président Laurent Gbagbo l'a dit lui-même, ce n'est pas le projet d'un homme, c'est le projet d'une génération qui refuse de transmettre le découragement à ses enfants. Ce pacte repose sur 7 piliers qui sont le pilier 1, démocratie, justice sociale et services publics. Le pilier 2, cherté de la vie et pouvoir d'achat. Le pilier 3, droits de l'homme et protection des citoyens. Le pilier 4, emploi des jeunes et entrepreneuriat. Le pilier 5, celui que je présente aujourd'hui, femmes et familles. Le pilier 6, décentralisation et développement local. Et enfin, le pilier 7, réconciliation nationale et cohésion sociale. Alors aujourd'hui, nous faisons focus sur celui qui touche le cœur même de nos foyers, les femmes et les familles. Ce pilier part d'une conviction simple rappelée par notre vice-président exécutif, le commissaire général du pacte social, le camarade Jean-Gervais Tchéidé, qui dit « La famille est le noyau de la société et la femme en est le socle ». Autrement dit, si on ne protège pas la famille, on fragilise toute la société ivoirienne. Et si on n'autonomise pas la femme, on prive ce socle de sa force. Et donc, construire une société forte aujourd'hui, c'est renforcer les droits des femmes et leur autonomie par l'accès à la formation et au financement. C'est aussi garantir aux jeunes filles un accès égal à l'éducation dès le départ pour qu'elles ne partent pas désavantagées dans la vie. Alors nous avons décliné ce pilier en 6 axes stratégiques que nous allons vous présenter avant de vous expliquer notre démarche pour les mettre en œuvre. Alors les 6 axes stratégiques sont les suivants. L'axe 1 qui parle des droits des femmes. Le premier axe, c'est la reconnaissance et la protection effective des droits des femmes. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès dans la promotion des droits des femmes grâce à des réformes législatives, à son adhésion à plusieurs conventions internationales, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et également le protocole de Maputo. Mais malgré ces avancées, les femmes continuent de faire face à des inégalités dans plusieurs domaines. Par exemple, l'inégalité salariale, les écarts de rémunération et les difficultés d'accès à l'emploi formel des femmes, des obstacles à l'accès aux postes de responsabilité et de décision dans les entreprises, le harcèlement et les violences en milieu de travail, l'accès limité des femmes au foncier en zone rurale, la sous-représentation des femmes dans les instances de décision politique et économique, les violences basées sur le genre.
D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, les violences basées sur le genre persistent. Et selon les données du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en 2024, il y a eu 9600 cas déclarés de VBG et 920 cas de viol, dont 70% sont perpétrés sur des filles de moins de 18 ans. Il y a eu également 287 agressions sexuelles, 25 mutilations génitales féminines et environ 153 mariages forcés. Il y a également des violences psychologiques qui ont été enregistrées. Alors, dans de nombreux cas de viol, les auteurs de ces actes sont des proches de la victime et dont la dénonciation est déconseillée et l'on tente de régler ces faits à l'amiable, en occultant les conséquences traumato-psychologiques de la victime à vie. Nous avons par exemple une jeune fille de 8 ans qui a été violée par l'oncle. Elle a passé 2 semaines en soins intensifs. Heureusement, on a pu la sauver. Mais l'auteur a disparu des radars, il s'est enfui. On ne l'a plus retrouvé. Et on n'a pas cherché à aller plus loin parce qu'on n'a pas porté plainte, parce que c'est la famille. Et donc, il y a ce genre de cas qui existent, de nombreux cas de ce genre qui existent ici en Côte d'Ivoire quand on parle de viol d'enfants mineurs. Alors, quels sont les enjeux qui sont rattachés à ce axe? D'abord, il faut promouvoir et défendre les droits fondamentaux des femmes. Il faut renforcer l'application effective des lois qui protègent les femmes, promouvoir l'égalité des chances dans le recrutement, la rémunération et les promotions professionnelles en entreprise. Il faut renforcer les politiques de lutte contre le harcèlement et les violences en milieu professionnel. Il faut intensifier la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et accroître la représentation des femmes dans les instances de décision. Ici, la recommandation forte que nous faisons, la proposition forte que nous faisons, nous disons qu'il faut renforcer les dispositifs de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes et rendre gratuits les kits de viol. Il faut mettre en place une juridiction spécialisée pour les cas de viol et d'abus sexuels sur mineurs. Faisant exception à la règle générale, le crime de viol doit être imprescriptible. L'axe 2. Éducation des filles et formation des femmes. Le deuxième axe agit en amont. Sans éducation ni formation, il n'y a pas d'autonomie possible. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. En Côte d'Ivoire, l'éducation des filles et la formation des femmes constituent des leviers essentiels pour le développement économique, la réduction de la pauvreté et la promotion de l'égalité des chances. De 2000 à 2011, le concept d'école gratuite et obligatoire a connu un ancrage constitutionnel majeur et des premières applications concrètes telles que la suppression des frais d'inscription pour les enfants de l'école primaire, la suppression des ports obligatoires de l'uniforme au primaire, la distribution gratuite de manuels scolaires et de kits éducatifs de base. Et donc, d'après les statistiques et les indicateurs officiels fournis par le ministère de l'Éducation nationale, de 2000 à 2011, l'indice stagnait autour de 0,6 parce que l'indice de parité entre les sexes est égal à 1. Et lorsqu'on avoisine les 0,86 au primaire, ça veut dire qu'on est proche de la parité. Et de 2021 à 2025, cet indice est stabilisé à 1,03 et qui traduit un excellent taux d'accès des filles. Cependant, malgré des progrès réalisés ces dernières années, les défis subsistent, en particulier pour le maintien des filles dans le système éducatif dans le secondaire et le supérieur, où elles sont encore moins nombreuses que les garçons. Au secondaire, le taux d'achèvement du premier cycle s'établit à 55,5% pour les filles contre 60,2% pour les garçons. Le taux brut de scolarisation globale y affiche 52% de filles pour 58% de garçons. Au supérieur, en 2020, on enregistrait un taux brut d'inscription de 9% pour les femmes contre 11% pour les hommes. Ce sont les défis qui sont liés à cet axe qui concerne l'éducation. Il y a déjà l'abandon scolaire des filles au secondaire.
Il y a également les mariages et les grossesses précoces qui interrompent les parcours scolaires. Il y a les violences basées sur le genre. Et actuellement, en milieu scolaire, il y a les difficultés financières des parents qui les amènent à choisir le garçon plutôt que la fille pour poursuivre des études supérieures. Et à ce sujet, j'ai été témoin d'un exemple où une jeune fille brillante au CM2 qui a eu de bonnes moyennes, elle était orientée. Et je la voyais, elle était orientée. Mais quelque temps après, je voyais qu'elle n'était pas en uniforme, je la voyais au quartier, je lui posais la question, mais tu ne vas pas à l'école? Elle m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit non, parce que mon papa dit que mes 2 grands frères là doivent partir à l'école et moi, comme je suis une fille, je vais rester parce qu'il n'a pas les moyens pour moi continuer mes études. Voici un cas de décrochage. On a préféré le garçon à la jeune fille parce que sa place, c'est les ménages. Le deuxième cas, c'est une jeune fille de 3e également qui devait aller en seconde et pendant les vacances, son cousin arrive des États-Unis et son père lui dit, bon, à partir de la rentrée prochaine, tu vas te marier, donc tu ne vas pas continuer l'école. Voilà un cas où on a interrompu l'école de la jeune fille en secondaire. Pourquoi? Pour cause de mariage précoce. Et ça, ce sont des exemples à ne pas occulter. Alors, quels sont les enjeux qui sont liés à tous ces exemples? Il faut assurer le maintien des filles à l'école. Il faut intensifier la lutte contre les mariages précoces et les grossesses en milieu scolaire. Il faut sensibiliser les communautés à l'importance de l'éducation des filles comme levier de développement. Il faut renforcer les dispositifs de lutte contre les violences et harcèlement en milieu scolaire. Ici, la proposition que nous faisons, nous disons qu'il faut bannir tous les obstacles au décrochage de la jeune fille en milieu scolaire et renforcer les actions visant à limiter leur échec, notamment le système de réinstauration des internats, parce qu'il a été vérifié qu'à certains moments, les tuteurs des jeunes filles sont ceux qui les engrossent. Donc, bon, désormais, on va donc ramener les internats pour éviter qu'elles soient victimes de leurs tuteurs. Voilà. Axe 3. Femmes rurales dans l'agriculture et femmes dans le secteur informel. Le 3e axe s'adresse aux femmes trop souvent oubliées. Les femmes rurales et celles du secteur informel qui portent une grande partie de l'économie réelle du pays. Les femmes rurales agricultrices et celles du secteur informel constituent un pilier indéniable du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Elles produisent une grande partie des cultures vivrières et sont très actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le commerce et la sécurité alimentaire. Les dernières données publiées par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural nous disent que les femmes constituent 47,9% de la population agricole contre 52,1% d'hommes, ce qui confirme leur rôle majeur dans le maintien, dans la main-d'œuvre agricole. Cependant, 14% seulement possèdent ou détiennent des terres agricoles. 14%. C'est-à-dire sur 49, on a seulement 14% qui détiennent des terres agricoles. Donc les femmes dans le secteur informel représentent environ 80 à 90% des femmes actives. Elles sont présentes dans le petit commerce, la restauration, la coiffure, la couture, la transformation alimentaire, les services et l'artisanat. Mais malgré la contribution forte, essentielle de ces femmes du secteur informel et de l'agriculture, elles sont confrontées à de nombreux obstacles qui limitent leur autonomisation économique, leur accès aux opportunités de développement et de meilleures conditions de vie. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui explique cela? Il faut dire que l'accès limité à la propriété foncière et à la sécurisation des terres. On vous a dit qu'elles sont nombreuses à cultiver, mais elles sont peu à avoir la terre. Une fois qu'on leur a prêté la terre, elles ont fini de travailler, ça apporte des fruits. Celui qui leur a prêté vient dire que c'est pour moi, c'est ma terre. C'est-à-dire qu'il veut quelque chose, mais il ne dit pas exactement ce qu'il veut. Donc il est prêt à lui arracher la terre. Voilà, 14% seulement des femmes sont propriétaires des terres. Et ça, c'est un problème qu'il faut relever. Il y a l'accès insuffisant aux équipements modernes. Elles font un travail dur. Et pour avoir accès aux équipements modernes, c'est tout un problème.
Il y a également le faible niveau de transformation industrielle des produits agricoles, la difficulté d'accès au crédit, aux services financiers, ainsi qu'aux marchés nationaux sont également des problèmes pour les femmes dans le secteur informel et des femmes dans l'agriculture. Et évidemment, elle a un faible taux de couverture de protection qui est quasiment inexistant pour ces femmes du secteur. Alors, quels sont les enjeux qui sont liés à cet axe? Nous disons qu'il faut faciliter l'accès des femmes à la propriété foncière, au crédit, aux intrants et aux marchés nationaux et internationaux. Il faut développer les crédits des fonds de garantie qui sont adaptés aux réalités des femmes agricoles, agricultrices et du secteur informel. Il faut développer la transformation locale des produits. Il faut renforcer l'accès aux équipements modernes et la mécanisation. Et enfin, il faut garantir une meilleure protection sociale de ces femmes. Quelle est la proposition que nous faisons sur ce point? Nous disons qu'il faut créer un statut national de la femme entrepreneur productrice. L'objectif serait de reconnaître officiellement les femmes rurales et les travailleurs du secteur informel afin qu'elles puissent accéder plus facilement aux services publics et aux dispositifs d'appui financier. L'impact ici serait de passer d'une économie de survie à une économie formelle et mieux protégée. L'axe 4, l'autonomisation économique et entrepreneuriat. Le quatrième axe, il faut donner aux femmes les moyens financiers de leur indépendance et émancipation. Le constat aujourd'hui est que la majorité des entreprises créées par des femmes sont des micro et des petites entreprises. Néanmoins, leur contribution est déterminante pour les revenus des ménages, la sécurité alimentaire et la création d'emplois. Malgré ce rôle majeur, les femmes entrepreneurs continuent de faire face à de nombreuses difficultés, à des obstacles qui limitent la croissance et la pérennité de leurs activités. Les défis qui sont liés à cela, c'est qu'il y a la difficulté d'accès au crédit déjà qu'il faut noter, au marché et aux technologies, l'accès limité au financement et aux garanties bancaires, l'insuffisance de formation en gestion, en innovation numérique. Quels sont les enjeux liés à cette problématique? Nous disons qu'il faut faciliter l'accès au financement et au microcrédit et aux garanties bancaires. Il faut accompagner les femmes dans la création et la gestion des entreprises. Il faut accentuer la formation des femmes en gestion, en comptabilité et en commerce. Ici, la proposition que nous faisons, nous disons qu'il faut renforcer la promotion et encourager l'émergence d'une nouvelle génération de femmes entrepreneurs ivoiriennes. Il faut créer des guichets bancaires dédiés à l'investissement et à l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Nous avons maintenant le 5e axe, santé et protection sociale des femmes et des familles. Le 5e axe, c'est la santé. Une femme et une famille en bonne santé sont une famille qui peut se projeter dans l'avenir. La santé et la protection sociale sont des piliers essentiels du développement humain. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les ménages les plus vulnérables demeurent confrontés à des difficultés d'accès aux soins, à la protection sociale et à la santé maternelle. Aujourd'hui, on estime à environ 350 décès de femmes sur 100 000 accouchements, un niveau encore élevé, malgré une amélioration au fil des années. Car ne dit-on pas qu'une femme ne doit pas perdre la vie en donnant la vie? Près de 85 à 90% des travailleurs exercent dans le secteur informel où la protection sociale reste limitée. Environ 37% de la population vit sous le seuil national de pauvreté, avec une incidence plus élevée en milieu rural. Qu'est-ce qui cause cela? Ce sont les défis. L'accès inégal aux soins de santé, particulièrement en zone rurale. Le coût élevé des soins. La santé maternelle et reproductive qui est mal gérée. La faible protection sociale des travailleuses du secteur informel. L'exposition des femmes aux maladies du cancer, du col de l'utérus, qui constitue ici aussi une cause de mortalité des femmes. Les enjeux ici, c'est de réduire les inégalités d'accès aux soins entre les zones urbaines et rurales et préserver le bien-être des femmes et des familles.
Par exemple, on a parlé de la mortalité des femmes. Elles ont un accès limité aux soins. En effet, les femmes dans les zones rurales, pendant leur grossesse, ne se feront pas consulter. Elles se disent, Dieu va faire. Pourquoi? Parce que c'est qu'en allant à l'hôpital, elle va débourser de l'argent pour payer les soins. Et comme on n'en a pas, elle dit, bon, Dieu va faire. Donc c'est un accès illimité, un accès limité aux soins de santé pour les prises en charge maternelles. Il faut améliorer l'accès aux soins de santé, donc notamment la santé maternelle et infantile. Il faut étendre la protection sociale aux travailleuses du secteur informel et aux femmes en milieu rural. Renforcer la couverture et la protection sociale des familles vulnérables. Développer les programmes de prévention et de dépistage des cancers du col, de l'utérus et du sein. La proposition forte que nous faisons ici, nous disons qu'il faut mettre en place un fonds national d'urgence pour les femmes vulnérables. Ce fonds pourrait intervenir rapidement en cas de violence, de catastrophe, de perte soudaine de revenus ou d'autres situations exceptionnelles afin de financer un hébergement temporaire, des soins, une assistance juridique ou un soutien économique. Il faut aussi allouer une subvention mensuelle aux filles mères et aux veuves ayant des enfants en charge. Ça pourrait être 75 000 francs, un peu comme le SMIC aux filles mères, mais il faut commencer par les identifier et leur allouer ce montant pour qu'elles puissent vivre. Et d'ailleurs, ce montant peut être la base d'un petit commerce. Voilà. Et l'axe 6 qui parle de la représentation et le leadership des femmes en milieu politique. Le 6e et dernier axe referme la boucle. Une femme autonome, éduquée, en bonne santé doit aussi pouvoir décider. Qui mieux qu'une femme peut défendre les intérêts des femmes? Le constat, c'est que d'après le recensement général de 2021 de la population, il y a environ 49% de la population ivoirienne, que les femmes constituent donc 49% de la population ivoirienne. Et lorsqu'on va dans les mairies, en 2018, 16 femmes seulement sur 201 communes. 16 femmes sur 201 communes qui sont maires. Donc 8%. En 2013, 19 femmes sur 201 communes. Donc 9,5%. Dans une présence, donc la présence minoritaire des femmes à la tête des collectivités locales est remarquée également. Au niveau de l'Assemblée nationale, en 2016, 29 femmes députées sur 255, soit 11,5%. En 2021, 37 femmes députées sur 255. En 2025, 46 femmes députées sur 255. On constate ici une légère progression, mais vraiment minime. Au niveau du Sénat, il y a 24 femmes sur 99 membres, soit 24,24% de femmes qui représentent environ un quart des sénateurs. Au niveau de la présidence des conseils régionaux, on a 2 femmes seulement sur 31 régions, soit 6,5%, qui est inférieur à 10% de la proportion qui demeure très faible. Au niveau des partis politiques, les femmes sont également moins nombreuses à la tête des partis politiques. Ici, on a 3 femmes reconnues qui sont chefs de partis politiques. En octobre 2019, la loi 2019-870 du 14 octobre 2019 a été votée pour favoriser une meilleure représentation des femmes dans les assemblées élues. Toutefois, au regard des chiffres référencés, les femmes restent encore sous-représentées dans les instances de décision. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, la faible présence des femmes dans les postes de décision dans les partis. Dans les partis, là, les femmes aux postes de décision, elles ne sont pas nombreuses. Il y a les difficultés qui sont liées au financement des campagnes électorales. Il y a la persistance des stéréotypes de genre où on pense que ce sont les hommes seulement qui doivent être à la tête des structures politiques. Il y a les difficultés au sein de la cellule familiale pour concilier responsabilité politique. Parce qu'en fait, au niveau de la cellule familiale, si vous n'avez pas l'appui du conjoint, parce qu'on parle des femmes, si vous n'avez pas l'appui du conjoint, c'est déjà un pas en arrière que vous faites. Et il y a l'insuffisance des dispositifs de formation et de mentorat politique.
Alors, que faire? Il faut nommer plus de femmes dans les postes de décision dans les partis politiques. Donc, il faut nommer plus de femmes dans les postes de décision dans les partis politiques. Il faut renforcer les candidatures féminines et penser une politique de financement de leur campagne. Il faut entreprendre des sensibilisations au sein des cellules familiales pour encourager les femmes à la politique. Et enfin, il faut renforcer la formation des femmes aux fonctions de représentation et de responsabilité dans les partis politiques. La proposition que nous faisons ici, nous disons qu'il faut créer une initiative nationale pour le leadership politique féminin. L'initiative nationale pour le leadership féminin serait un programme permanent qui va viser à identifier, préparer, accompagner et soutenir les femmes dans l'accès aux fonctions électives et aux postes de décision. En fait, on ne va pas attendre à l'approche des échéances électorales pour chercher où sont les femmes. Il faut déjà les identifier à l'avance, les préparer, les former. Et à l'approche des élections, c'est plus facile de leur confier donc des postes. Alors, nous avons fini avec nos 6 axes. Et quelle est la démarche que nous adoptons maintenant? Par rapport à ces 6 axes, notre démarche n'est pas de décider seule. Elle repose sur 4 mots simples. Écouter, consulter, porter la voix des femmes et contribuer au livre blanc du parti. Écouter va nous amener à organiser des séances d'écoute des femmes et des familles dans les quartiers, dans les villages. Consulter, nous serons donc là à organiser des tournées et des rencontres à travers tout le pays à l'effet d'informer, de sensibiliser sur le bien fondé du pacte social. Porter la voix des femmes et des familles. Les préoccupations des femmes et des familles seront compilées et transmises aux instances du parti. Et enfin, contribuer au livre blanc. Les préoccupations transmises contribueront à bâtir les solutions concrètes du pacte social. En conclusion, quand on regarde dans la salle ici, on peut se dire combien de femmes portent leur foyer seules. Combien de jeunes filles dans notre entourage n'ont pas abandonné l'école faute de moyens? Combien de familles ont vu leur maison démolie ou leur budget étouffé par la cherté de la vie? Ce pilier femmes et familles du pacte social n'est pas une promesse abstraite. C'est une réponse directe à ce que nous vivons à travers ces 6 axes: droit, éducation, monde rural, économie, santé et leadership. Et c'est aussi un appel à nous, militants et militantes, de porter la voix des femmes, des familles, dans nos quartiers, dans nos villages, jusqu'au livre blanc du pacte social. Pour conclure, le pilier femmes et familles du pacte social repose sur une idée forte. Lorsqu'une femme est épanouie, protégée et économiquement autonome, c'est toute la famille qui progresse et avec elle la société tout entière. C'est cette vision de femmes et de familles ivoiriennes épanouies que le président Laurent Gbagbo, notre référent politique, souhaite traduire en action à travers le pacte social. Ensemble, portons cette vision d'une Côte d'Ivoire où aucune femme, aucune famille n'est laissée de côté. Je vous remercie. Merci, merci LGA. Merci. Voilà, vous allez garder le micro. Nous allons passer à la séance des questions-réponses. Je vous prie, chers collègues, de poser une question. Une question par organe. Donc, vous vous présentez, vous déclinez votre organe et vous posez la question. Voilà. Je pense que ce sera une question, une réponse. Voilà. Donc, on passe à la première série de questions. Alors. Monsieur Yannick Baya. Merci, maître de cérémonie. Madame la ambassadrice, bonjour. Bonjour. Je suis Yannick Baya, journaliste pour le compte de La Voix Originale.
lors de votre propos liminaire, vous dites ceci, et je cite, « Si vous n'avez pas l'appui du conjoint, ce sera difficile. » Vous dirigez le pilier femmes et famille, qui parle de famille, parle des enfants, mais aussi de l'homme. Quelle est la place de ce dernier au sein de votre pilier et comment devrait-il contribuer à atteindre les objectifs fixés? Merci. Merci, cher ami. Effectivement, je le disais tantôt, les hommes sont inclus dans ce pacte social. Lorsque nous parlons de famille, il n'y a pas de famille sans... Il n'y a donc pas de famille sans hommes. Donc les hommes sont inclus dans ce pilier. Et je vous disais tantôt que quand vous êtes dans la politique, que vous n'avez pas le soutien de votre conjoint, c'est difficile. Ce que nous faisons en genre et développement, c'est qu'il faut intégrer les hommes dans la gestion de l'avancée politique. Il ne faut jamais laisser l'homme de côté. Parce que quand vous le laissez de côté, peut-être sans rien vous dire, le silence aussi a une manière de parler. Il n'adhère pas à votre proposition, à ce que vous faites. Et en dessous, le silence même peut vous casser. Donc il faut intégrer l'homme. Ce qui fait qu'au niveau du pacte famille et famille, l'homme est intégré. On ne l'a pas laissé du tout. C'est avec eux. D'ailleurs, on ne peut pas faire l'autonomisation des femmes sans les hommes. C'est avec eux qu'il faut faire cette autonomisation. Donc rassurez-vous, les hommes, vous n'êtes pas oubliés. Vous faites partie de ce pilier-là. On s'occupe de vous. Merci. Deuxième question. Oui, bonjour madame. Je suis Gobson Zago du quotidien La Nouvelle Alliance. Vous avez développé votre sujet autour de 6 axes. 6 axes. Pourquoi ces 6 axes? Alors, ces 6 axes parce que ça résume la vie des femmes et des familles. D'abord, le droit. Il faut protéger le droit des femmes et des familles. Il faut également, quand on parle de ces axes-là, l'éducation qui est importante dans la vie des femmes et des familles, des enfants, des femmes, l'éducation. Ensuite, on parle de santé. La santé, comme on dit, c'est un élément tellement important qu'il ne faut pas l'occulter. Les femmes dans le secteur informel, on a reconnu tout ce qu'elles sont. Elles sont nombreuses dans le secteur informel. Elles sont au cœur même de la croissance économique du pays. Donc, ces femmes-là sont intégrées. Il y a également la partie qui parle de la représentation des femmes dans les sphères décisionnelles. Donc, tout ça regroupé, c'est la vie de la femme et des familles qui s'y trouvent. Comprenez? Donc, on n'a rien laissé de côté. On a tout intégré. C'est pour ça qu'on a parlé des 6 axes pour développer ce pilier femmes et famille. Bonjour Madame l'ambassadrice, je suis Diane Amon, journaliste à Reflet TV. Tout à l'heure vous avez décrit un acte qui est répandu chez la gente féminine, à savoir le viol, qui est aujourd'hui un acte très répréhensible par la loi ivoirienne. Est-ce que vous serez prête à nous donner votre avis sur ce que le viol chez la femme est pareil que la mort chez l'être humain? Est-ce que pour vous, PPACI, est-ce que pour le projet Pacte Social, vous serez prêt à dire que le viol pourrait être passible de la peine capitale? Ou dit que passible pour la peine capitale, je ne veux pas me hasarder à le dire, mais c'est un acte délictueux, c'est odieux, un acte odieux que de violer des femmes. Hein? Quand on, par exemple, se retrouve à des adultes qui exercent le viol sur des petites filles, des filles mineures, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de femmes qui ont leur âge. Ils ont peur de draguer. C'est pour ça qu'il faut qu'ils aillent violer des filles. Mais ça doit... je dis qu'on ne doit pas laisser passer. C'est pour ça que le mois dernier, il y a eu une activité, on dit tolérance zéro par rapport au viol des filles et des femmes. Donc ce acte-là, on doit le punir d'une manière exceptionnelle. Il y a un exemple, on a un camarade qui disait tantôt que dans la cellule où il était, on l'a mis avec un violeur d'une jeune fille de 6 à 7 ans. Et non content de l'avoir violée, il a étranglé parce qu'il ne voulait pas qu'elle parle. Celui-là,
à défaut de, comme on dit, la peine capitale, mais on ne doit pas le laisser sortir. Il doit rester en prison toute sa vie. Bon, il doit rester en prison toute sa vie parce qu'en sortant, les autres filles ne sont pas à l'abri de ça. Donc ça, c'est un acte qu'il faut véritablement punir. C'est pour ça que nous avons dit, nous avons fait des propositions qu'il faut que ce soit puni, que cet acte-là, le crime de viol doit être imprescriptible. Ça veut dire que vous l'avez fait aujourd'hui, 10 ans après, 20 ans après, quand on vous prend, on vous condamne. Il n'y a pas le temps qui efface ça. Voilà. Une question? Bonjour, Madame l'ambassadrice. Je suis Serge Badé du quotidien d'Abidjan. Voilà, vous avez développé aujourd'hui le volet femmes et famille. Ma question concerne le cas des grossesses en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale avait développé une politique où on a parlé de 0 grossesse en milieu scolaire. Mais on est loin du compte parce que chaque année, on dénomme toujours des cas de grossesse. Quelles sont les solutions que le pacte social préconise pour résorber ce phénomène-là? Ben oui, si on dénomme des grossesses, c'est juste que effectivement le problème n'est pas tout à fait résolu. Dans nos solutions, on a dit qu'un des cas de grossesse, les tuteurs sont dedans. Les tuteurs même où on envoie la fille, l'entourage, le tuteur, l'enfant du tuteur et tout ça. Mais c'est pour ça qu'on a dit, revenons au système de l'internat. Là-bas, au moins, les filles sont protégées. Les filles sont suivies. Vous comprenez? Donc, si je pense, pour ma part, qu'on revient au système d'internat, ça va encore freiner ces grossesses en milieu scolaire. Donc ça, c'est vraiment un des points qu'il ne faut pas occulter. Et puis, il faut toujours continuer la sensibilisation. Continuer la sensibilisation. Il ne faut jamais arrêter de sensibiliser les filles. Leur dire que l'école est leur avenir. Aller prendre une grossesse précoce freine leur avenir. Donc, il faut continuer à sensibiliser. Je vous remercie. Une prochaine question? Il n'y a plus de questions? C'est bon? Ok. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Tout est clair. Madame l'ambassadrice, on vous laisse pour votre mot de fin. Alors, je voudrais encore une fois de plus vous dire merci, vous qui êtes là. Vous qui êtes venus pour qu'on parle du pilier femmes et famille du pacte social. Le pacte social, il faut le vulgariser. C'est une vision, c'est la vision du président qui veut le meilleur pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Qui veut que les Ivoiriens et les Ivoiriennes profitent des retombées, des ressources du pays. Le président, c'est un ancien chef de l'État. Il sait, quand on parle de croissance économique, il sait qu'est-ce qu'engrange le pays comme ressources. Et là, il se rend compte que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ne profitent pas assez des ressources de leur pays. C'est pour ça que le pacte social, il faut le vulgariser. Il faut dire que les Ivoiriennes et les Ivoiriens doivent profiter des ressources de leur pays. C'est important, c'est primordial. Et donc, je voudrais vous dire merci et dire que nous allons très bientôt nous déployer dans les régions pour expliquer le pacte social, pour expliquer la vision du président Laurent Gbagbo. Cet homme qui ne vit que pour son peuple, cet homme pour qui son peuple est au centre de ses préoccupations. Et pour terminer, le président, il disait, quand il était arrivé de La Haye, à une de ses premières conférences où j'étais, il a dit, mais où sont les filles, les femmes? Et il a dit, pendant qu'il était là-bas, il réfléchissait, il se disait, mais qu'est-ce que les femmes de Côte d'Ivoire deviennent? Qu'est-ce que les femmes de Côte d'Ivoire deviennent? Alors pour vous dire, quelqu'un qui est à La Haye, et lui, il pense à ceux qui sont dehors, il pense aux femmes. Donc les femmes et les familles sont au cœur des préoccupations du président Laurent Gbagbo. Donc pour nous, c'est important que nous allons vulgariser le pacte social. Je vous dis donc merci et qu'ensemble, on fera ce travail. Merci et bon retour chez vous. Merci, merci. Merci.
SGA, merci pour votre disponibilité et pour la clarté de vos explications. Merci également à la presse. Ainsi s'achève la 47e édition de la tribune du parti. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour la 48e édition. D'ici là, bonne journée à toutes et à tous et bon retour.